2, 3, fight! You win! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette présentation qui parle de production. Donc, merci d'être venu voilà, pour parler de production. C'est un sujet qui me tient à cœur et qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans les confs de dev. Donc merci d'être là. Alors pendant ces 50 minutes, on va essayer de comprendre pourquoi au secours, pourquoi en tant que dev, on aurait peur de la production, pourquoi c'est quelque chose qui ne nous met pas forcément à l'aise. On va essayer de mettre des mots là-dessus et puis je vais essayer de vous montrer ce que nous, on a pu mettre en place sur le projet dans lequel je travaille et où les développeurs gèrent eux-mêmes la production. Je vais aussi vous montrer comment le PDD nous a permis d'avancer sur ce sujet et je vous expliquerai ce que c'est le PDD. Rapidement, moi c'est Morgane Leroy, je travaille à la Société Générale depuis quelques années et je suis développeur. Alors je travaille sur une plateforme de trading, je vous en parle rapidement parce que sur ces sites-là, on a des contraintes particulières, je pense qu'on a tous des contraintes particulières sur nos sites. C'est des sites finalement où les clients externes et puis nos clients aussi en interne vont pouvoir traiter sur différents marchés financiers. Et là vous voyez par exemple là, les streamers de prix. On a des grosses problématiques de streaming en temps réel où on envoie à plusieurs milliers d'utilisateurs plus de 800 millions de messages par jour. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'en production ça peut être assez problématique. On a des contraintes horaires importantes, voilà. On a des gens qui traitent toute l'année, tous les jours. Et puis on a des demandes importantes à l'ouverture et à la fermeture des marchés financiers. L'autre point aussi, c'est on fait du trading, donc forcément les bugs, les régressions derrière, c'est des pertes opérationnelles. Donc voilà, c'est une production qui est relativement complexe à gérer. Et donc ce que je vous propose de voir, c'est comment on peut laisser gérer les développeurs avec cette production. Alors la production, essayons de mettre il y a un grand mot derrière, il y a plein de définitions possibles en fonction des équipes, en fonction si on est proche ou loin finalement nous en tant qu'équipe de dev. Moi ce que j'aime dire finalement, la production, c'est la vraie vie. Et la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? On va se confronter aux utilisateurs. Ça, c'est super important. C'est la première fois que le code qu'on a produit va se confronter vraiment aux utilisateurs. Donc là, c'est vraiment important. Et les utilisateurs, forcément, ceux de prod, ils cliquent partout, un petit peu en mode monkey. Ils envoient des feedbacks pas forcément sympas. Voilà, les vrais utilisateurs. En production, vous allez rencontrer les vraies urgences, c'est-à-dire les urgences où vous sentez que la journée va être très, très longue. En production, on a toujours travaillé en local ou alors sur un réseau interne. Voilà, le débit est parfait, la latence aussi. Et puis là, on a les vraies contraintes du réseau. Et là, il y a des services qui ne fonctionnent plus forcément comme on pensait qu'ils fonctionnent. Et la dernière chose, et non des moindres, en production, on va parler potentiellement de pertes opérationnelles, d'image vis-à-vis de la société. Voilà, là, je me rends compte quand même que je suis en train de dresser un tableau un petit peu dur de la production, alors que normalement, je devais rendre les choses un petit peu sexy. Et je vais même en rajouter une couche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Werner Vogel, c'est le CTO d'Amazon. Il a fait beaucoup de papiers sur la production, et lui, c'est assez simple. Ce qu'il dit sur la production, c'est « everything fails all the time ». Voilà, c'est tout crache tout le temps, tout plante tout le temps. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est hyper rassurant. Voilà, on est super content. Et finalement, moi, je suis un peu embêté là. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est laissez tomber, quoi. N'y allez pas. Finalement, la prod, ça a l'air vraiment chaud, quoi. Bon, ceci étant dit, la problématique qu'on a quand même, c'est qu'on écrit du code. Et le but de ce code, c'est qu'il aille en production. Donc la production, c'est un passage obligé. On n'a pas le choix. Voilà, il y a des contraintes, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, mais on n'a pas le choix d'y aller. Sinon, on travaille pour rien. Alors, on va essayer on va faire un petit jeu. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes dans la salle maintenant. On est une équipe de dev, on gère la production.
Alors c'est un site où on va vendre voilà, des produits de Bretagne. On va vendre des galettes, on va vendre des pulls à rayures, plein de choses comme ça, des marinières. On a pas mal de clients, hein, c'est quand même un gros site. Moi aujourd'hui, je me connecte au chat et je vais être en frontal avec les clients. Et puis justement, là, il y a un client qui est en train de me contacter. Ok, donc déjà ça commence bien. Bon, vous êtes content d'être arrivé au boulot? Bon, je vais lui dire bonjour. Ok, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il n'arrive pas à ajouter de produits dans son panier. Ok, le site est indisponible. Bon, alors, ce qu'on va faire, je vais lui dire que je vais vérifier. Alors, je vais ouvrir mon navigateur. Je vais aller sur le site. Hop, F5. Bon, ça a l'air de fonctionner pour moi. Alors, ce que je vais lui proposer, c'est un tips que vous me dites souvent. Je vais lui demander de vider son cache. Ça fonctionne parfois. Alors, on va essayer. Ok, qu'est-ce qu'il me dit? Peut-être qu'il m'a déjà contacté, celui-là. Il est déjà... c'est un power user. Ok, bon, déjà fait. Ok, bon, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir vous refiler le bébé. Et puis, ce que je vais lui dire... Hop, je vais lui dire qu'on va livrer le fixe ce soir. Ok, ça vous va? De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hop... Et il nous met un coup de pression. Bon, ok. Vous la sentez la journée compliquée là? Qui a déjà vécu ce genre de choses au boulot? Ok, là on est à 80%. On sent que la journée va être longue. On avait prévu de faire une super user story, et là, bim, la journée est complètement perturbée. On n'a même pas compris ce qui se passe. Bon. Le problème dans tout ça, c'est qu'on les aime, nos utilisateurs. Et quand ils nous contactent, comme on vient de le voir dans le petit chat juste avant, ils nous contactent de cette manière-là. Voilà, ils ont lancé une commande, il n'y a rien qui se passe, rien ne fonctionne, voilà. Allez, bon. Et nous, quand on reçoit ça, qu'est-ce qu'on fait en tant que dev? On se dit, mais purée, mais pourquoi ils ne me donnent pas de contexte? Déjà, j'ai ton nom, mais c'est quoi ton identifiant? Pourquoi tu ne me donnes pas du contexte? Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu essaies de faire? On a besoin de ce contexte-là. Et moi, en plus, là, j'étais au support, je vais vous balancer le chat comme ça, je ne vais pas vous en donner plus, en plus. Le problème, c'est qu'ils ont raison, en fait, de nous contacter et de nous parler de cette manière-là. Tout simplement parce qu'eux ne savent pas ce dont nous, on a besoin pour comprendre le problème. Donc, effectivement, on peut leur demander, mais c'est pas hyper professionnel et en plus, on va perdre du temps. Donc, ils ont raison, finalement, de nous dire, voilà, j'ai un problème et de pas forcément nous donner du contexte. C'est à nous de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on aille rapidement traiter le problème et répondre à leurs besoins. Alors, si on revient sur le petit chat qu'on a eu tout à l'heure avec l'utilisateur, finalement, c'est quoi le problème? Pourquoi la journée va être compliquée? Et pourquoi c'est pas terrible ce qui s'est passé? Déjà, visiblement, c'est les utilisateurs qui nous avertissent que le site ne fonctionne pas. Déjà, premier problème, on peut se poser la question, pourquoi on ne l'a pas vu? On a l'impression que c'est quand même un truc un peu basique. Bon. Moi, au support, je réponds à la demande et j'ai pas l'air d'avoir des outils pour investiguer. Ce que je fais, c'est que j'essaie de reproduire comme ça en live. Forcément, bon, l'indispo, ça a l'air pas forcément si grave que ça, mais bon, ça arrive de temps en temps. Forcément, je reproduis pas. Bon, c'est pas terrible non plus sur l'image qu'on véhicule. À la fin du chat, moi je lui dis qu'on va fixer. Par contre, potentiellement, on a des centaines de milliers d'utilisateurs impactés. Moi, au support, là, j'ai pas lancé d'alerte particulière. Donc, je pense que pendant la journée, on va recevoir énormément de flux comme ça, de personnes qui vont se plaindre. Et puis, la facilité, hein, c'est que là, moi, je vous refile le bébé et en plus, je vous donne une deadline pour ce soir, non compressible. Allez, hop, c'est parti. Ça, grosso modo, c'est quand on voit tout ce qui s'est passé là, oui, c'est une gestion de production qui fait peur et c'est pas la production sur laquelle on a envie de travailler. On sent que là, on va dériver, là, on va jamais pouvoir faire nos user stories, on va pas pouvoir dev tranquillement et ça va pas du tout, quoi. Alors, avant de vous proposer quelques solutions, et en tout cas ce que nous, on a pu essayer de faire, je vais vous parler rapidement de mon expérience de la production. Ma première expérience, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Là, c'était l'éclate. Moi, ce que j'adorais faire, c'était du code. Je code. Et puis, c'était très bien parce que le projet sur lequel j'étais, on savait très bien qu'on n'allait jamais aller en production. On savait que ça allait foirer. Ça a foiré.
Donc pas de prod, moi à l'époque la production c'était vachement loin, je faisais du code, j'étais content. Deuxième expérience déjà beaucoup plus intéressante, on a une vraie production, par contre on a une vraie séparation dev et ops. Donc moi de mon côté, je m'éclate, je fais du TDD, du BDD, du DDD, tout ce que vous voulez, on fait des tests unitaires, on s'éclate. Et puis à la fin, on fait une petite doc, on package et on envoie un mail aux ops qui sont 2 bâtiments plus loin. Et eux vont déployer et ensuite vont gérer les utilisateurs, ils vont gérer le suivi de la prod et puis ils nous forwarderont les demandes. Là déjà, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Franchement, on fait quelque chose on fait un joli package, mais derrière on l'envoie à des gens finalement on parle peu, on n'a pas d'interaction avec les utilisateurs. Il y a quelque chose qui ne va pas trop, quoi. Et là, le projet sur lequel je suis, cette fois-ci, la production, elle est vraiment au cœur de nos développements. Les devs, les ops, finalement, on fait le même travail. Les ops font du dev, les devs font les ops. Et là, cette fois-ci, on est vraiment en frontal. Donc moi, voilà, sur ce projet-là, je prends au téléphone ou par chat des clients. On s'occupe tous de la production, on s'occupe de la santé de la production et on développe pour mettre en production, vraiment. Alors nos inspirations, forcément, on entend tous le mot à la mode de DevOps. DevOps, c'est une philosophie. Je pense on rentre dans la philosophie DevOps, même si j'ai toujours un peu du mal à cerner ce mouvement-là. Moi, en tout cas, ce que j'aime comme phrase, pour résumer un petit peu ce qu'on fait, c'est ça. Encore une fois, c'est Werner Vogels d'Amazon. Ils sont assez précurseurs sur la gestion de production et le lien avec les développeurs. Lui, ce qu'il dit, c'est you build it, you run it. C'est tu fais ton dev, ok, très bien, mais tu vas l'emmener jusqu'à la production, tu vas le faire tourner ton dev. Et là, il y a une notion de responsabilisation qui est hyper forte. Pour nous, développeurs, si on se met là dans la tête de dire ok, je vais faire un dev, mais ce dev-là, je vais aller le pousser jusqu'à la production et je vais le gérer en production, le mindset, il est un petit peu différent. Donc ça, en tout cas, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Et chez Amazon, ils ont vraiment des équipes autonomes qui font vraiment ça, qui vont vraiment emmener leur développement et le suivre et gérer la production de ces développements. Alors, nous, ce qu'on a inventé, parce que j'avais trop envie d'inventer un trigramme, c'est le Production Driven Development. Alors, c'est une pure invention, ne vous inquiétez pas. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour nous de faire ça? Le done de nos user stories, c'est en production. Voilà. Donc vous pouvez faire du Scrum, du Kanban, du No Estimate, ce que vous voulez, avoir des boards, vous pouvez les faire avancer, les stories, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment, le done, c'est vraiment ma story est en production et ça y est, elle a rencontré ses utilisateurs. La production, on la traite comme une fonctionnalité. Vous allez voir qu'on va pouvoir attacher, tout à l'heure, on va le voir dans la présentation, on va pouvoir attacher aux fonctionnalités des vraies features liées à la prod. Donc traiter la production comme une fonctionnalité. Et puis, je pense que certains d'entre vous font du TDD, font des tests. Maintenant, ça commence beaucoup de gens maintenant font des tests. On l'a toujours les tests maintenant en tête. Là, c'est encore un petit peu plus loin. On a les tests et la production en tête quand on fait nos développements. Oups. Donc on va voir deux grandes parties là dans la suite du talk. On va voir les impacts finalement du Production Driven Development sur notre code, sur nous, notre manière de coder. Et puis dans un second temps, on verra les impacts sur notre quotidien. Parce qu'une équipe qui va gérer la production, une équipe de développeurs, il faut qu'elle avance sur son backlog, sur ses features. Et si elle doit gérer la production, forcément, il y a quand même un impact sur son quotidien et donc on va voir lequel. Alors la première chose, le vrai impact sur le code, qui est pour moi fondamental et sur lequel on n'est pas très très bon, c'est les logs. Pour moi, c'est vraiment la chose fondamentale. Si on veut résoudre le problème, je ne sais pas s'il s'appelle Bob, mais on va dire Bob, j'espère qu'il n'y a pas de Bob dans la salle, mais si on veut résoudre le problème de Bob là, qui nous a contactés, c'est pas en essayant de reproduire avec lui le problème. Il va falloir investiguer très rapidement, avoir des outils pour investiguer. Donc les logs, je les ai catégorisés en 3 parties. La première, ce que j'appelle les logs de debug, on les voit souvent, j'en ai écrit énormément. On a un premier log, alors c'est pas mal parce qu'on a quand même un contexte, on a un identifiant qui se balade là, bon, ça pourrait peut-être nous aider.
Et puis finalement, dans la même méthode, on a un autre log. Par contre, cette fois-ci, là, on a perdu un peu le contexte. Grosso modo, dans tous les cas, c'est que du texte. Il n'y a pas de contexte, ou il y en a trop peu. Sincèrement, en production, là, si vous avez une urgence, si vous retombez sur des logs comme ça, vous n'en ferez rien. Voilà. Alors, les logs corrélés, là, ça commence à être un peu plus intéressant pour faire de la production. Cette fois-ci, on a vraiment en tête cette idée de suivre l'utilisateur, de corrélation. Donc on va choisir un identifiant de corrélation, hein. Ça c'est à vous de le choisir, c'est d'ailleurs assez compliqué à choisir, mais ça peut être fonctionnel, ça peut être technique. Visiblement dans l'exemple là, c'est fonctionnel, c'est l'identifiant de l'utilisateur. Et à chaque fois qu'on va loguer, déjà on va loguer visiblement, il y a une petite idée de format là, pourquoi pas. Et puis on va mettre cet identifiant pour essayer de tracer ce qu'il fait. Déjà, c'est un petit peu mieux, on a commencé à réfléchir au suivi de l'utilisateur. Puis si on va un cran plus loin, parce que finalement là c'est quand même toujours du texte, on va aller un peu plus loin et là on a des logs structurés. Là cette fois-ci, ce que vous allez loguer, c'est plus du texte, c'est des objets. Vous allez loguer des objets. Vous allez aussi pouvoir les combiner bien sûr avec un identifiant de corrélation pour suivre le tout. Et là, vous n'allez pas faire de log fichier, vous n'allez pas faire tout ça. Vous allez le pousser. Alors là, nous, en l'occurrence, on utilise une base élastique, une base NoSQL, où là, on va pousser tous nos logs, donc des objets, dans ces bases-là. On utilise le tooling, il y a un tool qui s'appelle Kibana pour visualiser ces logs. Et nous, ce qui se passerait là pour la demande qu'on a eue avec le chat, j'aurais pris l'identifiant de l'utilisateur ou son mail, et j'ai un dashboard Kibana où là je rentre dans une barre de recherche le mail de l'utilisateur, et ensuite j'ai tout le déroulé de ce qui s'est passé sur sa session. Et là, je pense que j'aurais pu voir des erreurs 500, des 400, enfin voilà, ce qui se passe potentiellement, je ne sais pas encore trop, mais en tout cas, j'aurais pu le suivre très rapidement. Et moi, au support, là, j'aurais pu, en quelques minutes, pouvoir vous fournir des informations, vous, à l'équipe de dev. Alors, après avoir vu les logs, quand on a pensé déjà aux logs, la deuxième chose, c'est de savoir quel est l'état de son système. Et ça, c'est vraiment aussi fondamental, l'état de son système et les systèmes auxquels on est interconnecté. Donc, nous, on appelle ça les health-checks. Pardon. Alors, on utilise différents middleware de messaging. Et pour que notre appli fonctionne correctement, il faut les monitorer. Est-ce qu'on arrive à envoyer, recevoir des messages sur ce middleware? Nous-mêmes, alors on n'est pas forcément, on travaille pas forcément en microservices. On a plutôt ça des macroservices fonctionnels chez nous. C'est les plus grosses briques quand même. En tout cas, il va falloir les monitorer. Eux, ils vont exposer une page de statut pour donner leur propre état de santé. Et puis nous, on va agréger ça et on va pouvoir savoir finalement si notre process est bon. On appelle énormément d'API externes. De la même manière, il faut que ces API externes, ces services externes puissent donner leur statut. Et donc ça aussi, nous, on va le monitorer. Les métriques système, même manière. Est-ce qu'on n'est pas en train de saturer la mémoire? Est-ce que le processeur, ça va? Est-ce qu'on n'a pas de memory leak? Et puis, pareil, de la même manière, les databases. Est-ce qu'on arrive bien à insérer? Est-ce qu'on arrive à fetcher les données? Tout ça, ça donne un statut agrégé. Et j'insiste vraiment sur la partie de statut agrégé, parce que en tant qu'équipe de dev, nous, s'il faut gérer la production, il ne faut pas qu'on ait un trop gros détail. On a besoin vraiment de quelque chose de très visible si on doit suivre pendant toute la journée l'état de la production. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment un statut agrégé avec très très peu d'informations. Alors là, on a un exemple où on a une API externe qui visiblement fonctionne pas correctement. Par contre, le statut global de la production, il n'est pas rouge, il est plutôt en warning. Pourquoi? On a simplement, alors c'est un système très simple, mais on a simplement offert la possibilité de flaguer un health-check comme non critique. Donc là, l'API externe, par exemple, dans le cas de notre site, c'est peut-être Maps, par exemple, qui a un souci. On n'arrive plus à récupérer les cartes des crêperies de Bretagne. L'utilisateur peut quand même continuer à faire ses commandes. Donc nous, c'est non critique vis-à-vis de la production. On va s'en occuper, mais là, on va juste terminer notre feature et puis on va s'en occuper dans la foulée. Par contre, là, on a un health-check qui est rouge. C'est un health-check critique de database. Directement, la production, elle tombe rouge. Et là, on s'en occupe tout de suite. Donc nous, quotidiennement, comment ça se passe? Dans l'open space, on a des écrans qui sont des grands écrans dans l'open space. Et alors, on gère une bonne dizaine de sites. Et donc, chaque bloc là, que vous voyez sur la gauche, chaque bloc vert, ça représente l'état d'un site. Donc, c'est vraiment ce que je vous ai montré, c'est l'état agrégé. On ne veut pas polluer avec plus d'informations.
Sur la partie de droite, vous pouvez voir qu'un des sites que nous on appelle SP, voilà, je ne rentre pas dans les détails, lui il est en warning. Donc il y a un L-check qui est non bloquant, qui est passé en rouge. Donc là, bon, on va s'en occuper. Par contre, on a le site qu'on appelle FX. Là, visiblement, lui, il a un plus gros problème. Il y a des L-checks. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand les sites se déclarent en erreur, vous avez un tout petit peu plus de détails qui apparaissent sur l'écran. Mais encore une fois, ça reste assez léger. Là, on peut comme ça cibler rapidement quel composant est en erreur et ensuite aller investiguer dans les dashboards. Donc voilà, c'est relativement moche, mais ça nous suffit. C'est simple, mais franchement, c'est efficace. Donc ça, c'est notre suivi de production. Donc on a vu les logs, on a vu les health-checks, on a vu qu'on arrivait à monitorer assez finement notre système, c'est pas mal. Mais maintenant, avec ce genre de choses, on va pouvoir essayer aussi d'aller plus loin et d'essayer de gérer les défaillances en production. Alors, le problème qu'on va aborder, c'est que là, on a vu dans le chat, bon, le site, il a un problème, potentiellement, je sais pas, c'est peut-être, pourquoi pas, un problème de cache, un problème de proxy ou je ne sais quoi, un problème de load balancer peut-être, puisque le site, il a l'air un peu flaky quand on fait F5. Il y a des choses qu'on peut gérer en production. Et là, il va falloir le penser. Déjà, la première chose, c'est de pouvoir voir ce qui se passe. Si vous avez des caches, des queues, si vous voulez voir les connexions entrantes et sortantes de vos utilisateurs, si vous voulez voir la configuration, il faut que vous ayez un moyen de voir l'état de votre production, de voir qu'est-ce qui se passe sur la production. Pardon. En plus de voir, vous avez besoin de purger certaines choses. Si vous avez des caches, si vous avez des queues, il vous faut un moyen quand même de vous retourner. Voilà. Donc ça, il faut y penser. De la même manière, un moyen pour redémarrer certaines choses. Alors, je ne parle pas d'aller sur la VM et de redémarrer hop, un petit process. Je vais vous en parler juste après, mais c'est quelque chose d'applicatif qu'on va faire. On va faire quelque chose de... Voilà, c'est pas, je ne vous parle pas de redémarrer à l'arrache certaines choses. Et puis, modifier les choses. Alors, nous, on a un fonctionnement, je ne sais pas si vous connaissez le Trunk-Based Development. On travaille tous sur la branche master et on pousse régulièrement en production la branche master. Et là, vous vous dites, mais tu dois mettre en production des fonctionnalités non terminées. Eh bien, oui. C'est simplement que voilà, vous les imaginez dans un gros if ou alors dans des implémentations différentes. Et puis, par configuration, on va pouvoir les allumer ou les éteindre. Et donc, ces feature toggles-là, c'est intéressant aussi de pouvoir les manager en live en production. Tout ça, je vous conseille, en tout cas, c'est nous ce qu'on a fait, c'est de les gérer par API. Voilà, nous, on a un service finalement de gestion de la production. Et ce qu'on a fait, c'est des API. On a mis une documentation Swagger. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Swagger, mais ça permet de documenter vos API. Et ensuite, en plus, à la manière d'une requête curl ou avec un postman, ça vous permet d'appeler des routes. Donc voilà, si nous, par exemple, on voit qu'il y a un cache, par exemple, je sais pas, qui ne se remplit pas, ou alors justement, il y a des cache miss qui ont lieu, alors qu'il ne devrait pas avoir lieu et qu'il faut le redémarrer, on va le faire par API. De la même manière, s'il y a certains services qu'on considère comme, voilà, on ne le sent pas trop, on sait qu'on a besoin de les redémarrer de temps en temps, ça peut arriver, pareil, on va le faire par API. Donc l'avantage de ça, c'est une API qui est sécurisée. Derrière, quand on va redémarrer un service, voilà, derrière, on va pouvoir, c'est du code, donc on ne va pas faire n'importe quoi. Encore une fois, ça permet quoi? Ça permet quasiment à n'importe quel développeur de pouvoir gérer la production. Alors dans cette API, voilà, on ne peut pas non plus tout faire. Le but, c'est pas non plus... Même chez nous, voilà, la production, ça reste quand même quelque chose de... Pas de sacré, justement, mais voilà, il ne faut pas non plus y toucher trop souvent, quoi. Voilà, donc on a quand même une API pour faire des choses. Alors on sait gérer des défaillances plutôt côté back. Là, on a vu qu'on pouvait intervenir. Mais finalement, avec les health-checks et avec notre gestion des défaillances, on va pouvoir aller plus loin. Et on va pouvoir essayer d'aider l'utilisateur. Et finalement, ce qu'on a envie de se dire, c'est là, on avait une API externe qui ne fonctionnait pas. Pourquoi on ne la désactiverait pas? Parce que finalement, on est au courant que ça ne fonctionne pas. Donc là, si on prend, par exemple, on a une API externe qu'on monitore, la PayPal. Nous, ce qu'on fait, alors vous avez différentes manières de faire, mais nous, on va pusher des notifications aux utilisateurs régulièrement. Alors je crois qu'on doit être sur toutes les 10 ou 15 secondes pour donner l'état de nos services. Alors vous pouvez le faire avec de la WebSocket, avec du SSE, ou alors vous pouvez aussi le faire avec du polling, c'est-à-dire que votre application web, elle va faire des requêtes de polling sur ce service pour dire « Ok, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien ?» Et là, finalement, si l'API de PayPal, elle tombe,
Si on est notifié, alors autant le dire directement à l'utilisateur et griser le bouton. Ça, c'est assez simple à mettre en place et c'est hyper puissant parce que l'utilisateur, lui, déjà, il va dire « Ok, bon, très bien ». Il va accepter l'erreur. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller cliquer sur le bouton PayPal, derrière, ça va générer une belle erreur, il va remplir tous ses champs et à la fin, on va lui dire qu'il y a une erreur 500. Là, déjà, on le redirige vers un paiement par carte bleue en attendant que ça refonctionne. Okay. En attendant, nous, on a vu que c'était rouge, donc on va s'en occuper. Et lui, le client, il va pouvoir continuer son chemin et il ne va pas forcément nous contacter. Donc nous, on va s'octroyer un petit peu de liberté en tant que dev. Donc vraiment, c'est vraiment pour moi un cercle vertueux de faire ce genre de choses. Donc pensez-y, ça ne coûte pas forcément cher d'exposer un certain nombre de services et ensuite de modifier vos interfaces. L'autre chose, c'est que les utilisateurs comprennent les notifications. Moi, tout à l'heure, quand j'étais au support avec la personne là, sur notre site, j'ai pas du tout averti les autres utilisateurs. Par contre, si j'avais un système de notif, j'aurais pu pousser une petite notification et puis on aurait dit, voilà, il y a des problèmes sur le site. Tout le monde reçoit des notifications maintenant, les utilisateurs sont habitués. Et encore une fois, si on les avertit qu'on a un petit souci en cours, ok, ils sont avertis, ils ne vont pas venir nous parler par chat, ils ne vont pas nous téléphoner, ils savent qu'il y a des choses qui se passent. Nous, ça nous libère encore une fois du temps pour être plus efficace. C'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, on a vu les logs, on a vu les health checks, on a vu la manière de gérer les défaillances front, les défaillances back. Si on veut encore aller plus loin, il nous faut des métriques. Alors, on a déjà pas mal de logs, et on sait qu'avec tout ça, on va pouvoir ressortir des métriques de la même manière. Des métriques pourquoi ? Des métriques métiers. Voilà, vous allez loguer des choses, là vous allez pouvoir loguer ce qui se passe. Nous par exemple on fait des dashboards où là les product owners peuvent voir par exemple, je vois les plus grosses currency, je vois ce qui se passe avec mes utilisateurs. Nous de façon opérationnelle, on va loguer ce qui se passe sur la plateforme, voilà, le nombre de requêtes par exemple par heure. Les métriques système, ça va de soi, il y a beaucoup d'outils qui proposent d'avoir des métriques système maintenant vraiment sur étagère, très très simplement. Et puis des métriques de performance. Nous, ce qui va nous intéresser, notamment sur les pricers qu'on a vu tout à l'heure avec les messages qui sont poussés, c'est la latency. Et puis ce qu'on va regarder, c'est par exemple, c'est les percentiles. Ça, c'est des métriques qui vont vraiment nous intéresser dès qu'on veut faire de la low latency. Pardon. Ces métriques-là vont être utiles pour des rapports. Donc ça, les product owners vont être super contents si vous pouvez leur fournir des rapports rapidement. Ça va nous permettre d'investiguer, mais surtout, et c'est là où je veux en venir, ça va nous permettre encore une fois d'effectuer un suivi. Avec ces métriques-là, alors là, vous voyez par exemple sur le panneau de droite, c'est un dashboard Kibana qui est affiché sur l'écran des business analysts. Eux, ce qui s'intéresse, c'est plutôt, donc c'est rafraîchi, je crois c'est toutes les minutes celui-là, ça va donner des informations en live, mais vraiment orientées métier, ce qui se passe sur la plateforme. Comme ça, le business analyst, s'il est contacté par des sales, des traders ou des clients externes, il va pouvoir répondre, dire « Ok, j'ai bien vu ta quote passer, tout se passe bien ». Et puis, sur la partie de gauche, par contre, moi, c'est des écrans que les devs ont. Moi, je sais que je le mets, on a deux écrans, puis sur mon écran de laptop, je mets celui-là, par exemple. Là, c'est un écran de suivi, mais qui est vraiment orienté technique. Donc, la plupart du temps, ce qu'on a, c'est les exception rates. Donc, on va regarder si il y a des levées d'exception qui se passent et qui sont anormales. Ça nous permet vraiment d'être proactif. Donc là, par exemple, si le site génère une fois sur deux des erreurs 500, là, on aurait pu le voir dans le dashboard. Et potentiellement, commencer à fixer avant que l'utilisateur le voit. Ou en tout cas viennent nous voir. Ça nous est déjà arrivé de mettre en prod et de rapidement, on voit qu'il y a des levées d'exception, par exemple côté JS, qui arrivent dans les dashboards. Dans la minute, on peut rollbacker. Voilà. Et on n'a pas attendu que l'utilisateur vienne se plaindre. Donc encore une fois, quand vous allez avoir des logs qui vont pousser dans une base qui est requêtable, vous allez pouvoir faire des dashboards par-dessus. Ça va vous permettre de suivre les utilisateurs et ça va vous permettre aussi de maîtriser ce qui se passe sur votre plateforme. Encore une fois, tous ces dashboards-là, ça a un coût de création, de mettre les logs, de mettre les métriques, ça a un coût. Par contre, derrière, vous allez le regagner en sérénité si vous devez gérer votre production. Alors, l'autre partie, on a vu qu'on pouvait faire plein de choses. Pour l'instant, c'est des impacts sur le code. Donc, nous, en tant que développeurs, tout ce qu'on a vu là, on peut y travailler vraiment. L'autre chose, c'est que si on nous demande de gérer la production, ok, très bien,
Moi, je veux bien faire des scripts, je veux bien faire de l'infra, je veux bien faire de la config. Par contre, moi, ce que je sais faire, c'est du code. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que l'infra as code, sincèrement, maintenant, si vous êtes sur des offres de cloud public, c'est vraiment possible. Voilà. Vous pouvez vraiment popper de l'infrastructure en écrivant du code. De la même manière, la configuration as code, maintenant, on commence à voir de moins en moins de lib qui fonctionnent avec des fichiers externes, XML et compagnie. Vous pouvez faire du code pour configurer. De la même manière, infra as code, nous, voilà, toute notre architecture, eh ben, elle est archivée dans des repos. Donc on a de l'audit derrière. De la même manière pour la configuration, et forcément vous avez de la traçabilité. Donc encore une fois, on va essayer de rejoindre la partie dev et la partie ops, et le lien de tout ça, bah, c'est le code. Finalement, le langage commun, c'est le code. Et si nous, développeurs, bah, on veut gérer la production, ou si des managers veulent nous faire gérer la production, la condition, c'est que tout soit fait par code. Voilà. Encore une fois, il y a une étape dans le pipeline, on a vu la partie dev, mais au moment où on va pousser en production, on va faire une release changelog. Là, de la même manière, nous, on n'a pas envie de gérer un Jira, on n'a pas envie en tant que dev de devoir extraire ça. Donc ce qu'on fait, c'est que, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une convention de commit qui s'appelle Angular Git Commit, qui a été créée par la team Angular il y a déjà pas mal d'années. Et donc en fait, quand vous allez faire un commit, vous allez commencer par dire quel est le type de votre commit. Est-ce que c'est de la feature? Est-ce que c'est du fixe? Est-ce que c'est de la configuration? Est-ce que c'est du test? Entre parenthèses, vous allez mettre un scope fonctionnel. Alors c'est non obligatoire. Donc là, ce qu'on voit par exemple dans l'exemple du bas, c'est que j'ai fait une fonctionnalité sur un composant qui s'appelle pricer. 2 points, et là vous mettez le texte que vous avez l'habitude de mettre. Donc là, j'ai ajouté une nouvelle currency, une nouvelle devise au pricer. Vous mettez une ligne, vous écrivez la description de ce qui s'est passé, et puis nous, ce qu'on rajoute, et vous pouvez aussi le faire, ça marche aussi sur GitHub par exemple, c'est on dit que ça ferme un ticket. Voilà. L'avantage de ça, alors là, c'est un petit extract du repo Angular. Donc vous voyez ils continuent d'utiliser cette fonctionnalité-là. C'est qu'au moment de mettre en production, finalement, vous prenez, alors il y a des petits tools comme Git Changelog qui existent. C'est des lignes de commande que vous pouvez mettre dans votre pipeline de CI/CD. Vous mettez le hash du commit qui est en production, vous mettez le hash du commit qui va partir en production, et ça va vous faire la release changelog automatiquement. C'est-à-dire que ça va regrouper les commits selon les features, selon les fixes, selon la config. Et en plus, ça va, dans un deuxième niveau, ça va vous les regrouper aussi en fonction du scope fonctionnel. Donc ça fait un release changelog qui est pour le coup exhaustif, qui est un poil technique. Donc on ne peut pas l'envoyer comme ça tel quel aux utilisateurs. Mais en tout cas, on a un vrai suivi de ce qui est poussé en production, parce que nous, on pousse assez régulièrement en production, potentiellement tous les jours. Et par contre, derrière, un business analyst peut faire le lien avec, s'il a envie, avec les tickets Jira, qui ont eux, des titres peut-être plus user-friendly. Donc en tout cas, de la même manière, pensez toujours code. Voilà. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ça. On veut pas s'embêter à faire autre chose. Alors, on a vu là toute la partie impact sur le code. Voilà, si moi, je fais de la production, quels sont les impacts finalement de penser production. Et puis là, on va passer sur l'autre partie du talk. Si moi, je gère la production, c'est quoi finalement mon impact dans la journée? Donc la première chose, on a vu tout à l'heure les dashboards. Première chose, c'est le morning checks. Donc on arrive entre 8h et 9h ou 10h ou plus tard. En tout cas, les premières personnes qui arrivent jettent un coup d'œil rapidement au dashboard. Et là, la question, elle est simple, c'est est-ce qu'il y a un problème en prod? Bon, bah oui, visiblement, il y a une petite boîte qui est rouge. Donc là, ok, on va regarder ce qui se passe. Là, normalement, on a tout ce qu'il faut. On ne va pas paniquer, on a tout ce qu'il faut pour regarder. On a la brique rouge, juste en dessous, on a le détail du service. Avec ce détail du service, vous allez directement dans Kibana voir les dashboards. Normalement, en quelques minutes, vous devriez pointer du doigt au moins le problème. Je n'ai pas dit de le résoudre, mais en tout cas, pointer du doigt le problème en quelques minutes, déjà, c'est pas mal. Et ensuite, vous pouvez appeler une équipe si c'est en face un service qui est tombé. Si le problème vient de chez nous, on va faire en sorte que ça refonctionne, et ainsi de suite. En tout cas,
voilà. Si vous voulez que le morning check se passe bien, voilà, il faut derrière être serein et avoir des outils pour ça. Bon, bah, s'il n'y a pas de problème, pas de souci, allez, on peut prendre un café et puis on va démarrer une session de pair programming. Le release time, donc ça a lieu en journée. Alors j'ai mis 14 heures, mais c'est pas, voilà, à 14 heures, on se retrouve pas pour se demander si on va réaliser aujourd'hui. Mais en tout cas, dans la journée, en lien avec le business analyst, on va se poser la question, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on va livrer? Parce que oui, on livre pas encore systématiquement. Ok, bon bah oui, on va livrer. Bah, dans ces cas-là, on va générer le release changelog et puis on va pousser en prod. Encore une fois, si nous, développeurs, on a besoin de gérer la prod ou si on a envie de gérer la prod, très bien. Mais par contre, les releases, on les fait en journée. On ne va pas venir plus tôt, on ne va pas rester hyper tard le soir. Voilà, c'est pas jouable. Donc, ça a un coût, encore une fois, de pouvoir déployer en journée, mais c'est nécessaire. Si vous voulez que toute l'équipe de dev gère la prod et pouvoir réaliser, ouais, il faut pouvoir réaliser n'importe quand. Ok, bon bah aujourd'hui on va pas réaliser, bah, pas de souci. Allez, on se reprend un café et puis une petite session de pair programming. Alors, autre particularité, à la fin des sprints, alors nous je vous ai parlé, donc on est une quarantaine de développeurs maintenant, ça a bien grossi. Par contre, on est répartis dans des teams de 6 à 7 développeurs avec un product owner, un business analyst. Et puis on a des sites qui nous sont assignés finalement. Vous avez vu qu'on gérait à peu près 12 sites. Donc les petites teams gèrent un ou deux sites. Et la particularité, c'est qu'il y a une team qui est un petit peu de côté, qu'on appelle la team production. Alors je vous rassure tout de suite, cette team production, c'est pas la team qui corrige les bugs, c'est pas la team qui prend au téléphone les utilisateurs qui hurlent. Cette team-là, elle va gérer un backlog complètement à part qui est comment on améliore le CI/CD de la plateforme, comment on améliore les outils communs de la plateforme, comment on améliore les libs qui sont utilisés par tous les composants de la plateforme. C'est vraiment un backlog à part et on n'est pas puni quand on part dans cette team-là. Pourquoi partir dans cette team-là? Tout simplement parce qu'à chaque fin de sprint, alors ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'on est cadencé sur 2 semaines. Par contre, les teams, on fait du Kanban, du No Estimate, on fait peut-être rien du tout ou du Scrum. Mais en tout cas, on est quand même timé sur 2 semaines. Et toutes les 2 semaines, on va se poser la question, qui veut être production leader aujourd'hui dans l'équipe de 6 à 7 personnes? Et cette personne-là, alors je vais juste défiler, oui, bah moi aujourd'hui je veux être production leader pour les 2 semaines à venir. Ok, bah donc je vais sortir de l'équipe pendant 2 semaines et je vais participer au backlog de production. Et puis non, bah je passe mon tour pour cette fois-ci. Dans ces cas-là, je participe pour les 2 semaines qui suivent au backlog de mon produit, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu particulier. C'est un système qui marche bien. Je vous en reparlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et je le redis, s'il y a un appel sur un site en particulier, s'il y a un bug à fixer, c'est redirigé directement à l'équipe qui s'occupe de ce produit-là. Ce n'est pas la team production. L'autre chose qui est assez impactante quand on pense production depuis le départ, c'est, on a vu un petit peu tout à l'heure, c'est la définition de donne. Alors on a une petite story là. En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir payer ma commande par PayPal. Très bien. On va faire le dev. On va faire les tests. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation, mais non, il n'y a pas de point d'interrogation. Ça va forcément avec. C'est terminé. Et là, la plupart du temps, on déplace la petite carte et puis oui, on dit que c'est terminé. Sauf que non. Sauf qu'elle n'est pas du tout prête à partir en production. Vous avez pensé à la configuration, mais à la configuration jusqu'à la production. C'est-à-dire que là, s'il faut lier PayPal, on est vraiment prêt à mettre PayPal en production? Là, si demain je devais la mettre en production, on a tous les identifiants, on a tout ce qu'il faut? Pas sûr. Vous avez pensé aux logs? Mais genre les logs, s'il y a un problème avec PayPal sur le site, on est prêt vraiment à voir qu'il y a un problème avec PayPal et rapidement à pointer du doigt PayPal? Il faut y penser. On le monitore, parce que là on a rajouté dans la story un nouveau service, mais on est sûr de son état de santé sur la prod et sur les autres environnements. Et puis pareil, le product owner, aussitôt mis en production, qu'est-ce qu'il va vous demander? Le pourcentage d'utilisation de PayPal vis-à-vis des cartes bleues. Et puis quand on aura fait tout ça, on va mettre à jour le monitoring et les différents dashboards. Et là, vous avez une story qui est prête pour la production. Et ce qu'on se rend compte, c'est que parfois, ce qu'on chiffre, c'est pas tout à fait juste, quoi.
Parce que sincèrement, sur certaines stories, le dev et les tests, c'est pas forcément la majorité du temps qu'on passe. Donc ça, il faut vraiment y penser. Et nous, ça a été un travail de longue haleine pour expliquer aux product owners pourquoi une story, elle est peut-être dispo rapidement sur un environnement de test, mais on a encore besoin de temps pour qu'elle soit prête pour la production. Et ça, il faut lui expliquer. Donc pensez-y, vraiment important de pouvoir expliquer à nos dirigeants, de pouvoir expliquer au business que une story développée et une story prête pour la production, c'est pas la même chose. Le scope, c'est pas le même. Alors, comment avons-nous fait ? Figurez-vous qu'il n'y a pas de recette magique sur étagère, il n'y a pas un plan tout fait, ça ne peut pas marcher comme ça. La première chose, c'est qu'on a la confiance de la structure. Donc, nos managers, les product owners, ils nous font confiance en tant qu'équipe de dev. Alors, cette confiance, elle se gagne. Elle ne peut pas dire comme ça, vous me trustez, je vais gérer votre production d'un site critique. Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir lui montrer qu'on est en capacité de le faire, avec des outils notamment. On est des équipes autonomes. Alors ça, c'est important. Vous avez vu que les équipes ont des tailles relativement petites. On est autonome dans nos choix de méthodos. On est autonome aussi dans le lien avec le business analyst, avec le product owner, pour essayer de challenger ce qu'on va développer. On n'est pas non plus tiraillé sur des estimations qu'il faut à tout prix tenir, parce qu'on sait que les estimations, ça vaut ce que ça vaut. Et l'autre chose, c'est qu'on a réussi à avoir des équipes responsables. Ça, c'est hyper important. Quand vous êtes développeur et que vous devez gérer la production, vous allez développer de manière différente, vous allez développer de manière responsable. Ce n'est pas qu'on développe de manière irresponsable quand on ne fait pas de production, mais en tout cas, vous allez développer d'une manière où vous allez penser comme l'utilisateur. C'est-à-dire que vous allez penser, OK, là je suis en train de faire un lien avec PayPal, si le mec m'appelle parce que PayPal ça ne fonctionne pas, est-ce que j'ai codé les choses, est-ce que j'ai mis les logs au bon endroit pour pouvoir rapidement voir le problème ? Et cette responsabilité-là, elle est vraiment, vraiment intéressante. Elle permet vraiment aux développeurs aussi, moi je trouve ça super intéressant, de pouvoir suivre la story de bout en bout jusqu'à la production. Alors là, on est arrivé à un état où on est à peu près satisfait, on arrive à fonctionner comme ça, mais c'est toujours en train de changer. C'est un processus qui est hyper long. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans cette équipe. On a fait énormément de tests. C'est énormément itératif. On n'hésite pas à casser les choses, notamment l'histoire du backlog de production, qui est finalement composé de 5 à 6 développeurs issus des différentes équipes. Ça, c'est quelque chose qui a énormément changé, énormément évolué, qui est encore remis en cause maintenant. C'est-à-dire que tout n'est pas parfait. Donc, il ne faut pas hésiter à casser les choses. Il faut essayer. Vous n'avez pas le choix. On s'est planté. En 3 ans, on s'est bien planté. Notamment, tout à l'heure, je vous parle des features toggle. Oui, la classique, on a livré en prod avec une toggle qui n'avait pas la bonne valeur. Le grand classique. La seule différence, et c'est là où on gagne derrière la confiance, c'est que par contre, maintenant, le problème, on ne l'a plus. C'est juste derrière, OK, j'ai compris. Juste avant de réaliser, je vais avoir une petite synthèse de l'état de la conf. Et juste comme ça, ça me permet d'avoir une vue très rapide de ce qui se passe. On a un ingénieur de chez Netflix qui dit une phrase qui est assez sympa. Il dit « fail is OK », donc vous pouvez vous planter. Par contre, vous ne plantez pas 2 fois pour la même raison. Et ça pareil. Essayons, on va se planter. Ça, il n'y a pas de souci. C'est normal de se planter. Vous avez vu, Amazon, ils ont enlevé le bouton « ajouter au panier » pendant un moment. C'est déjà arrivé. Google se plante, Netflix se plante, même eux se plantent. Donc il faut accepter l'échec. Il faut avoir les outils quand même pour que ces échecs-là aient un impact quand même modéré. Mais par contre, il faut apprendre de ces échecs. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé et il faut mettre en place des outils s'il faut, des process, même si ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais il ne faut pas reproduire les choses 2 fois. Globalement, ce qu'on peut aussi en ressortir, c'est qu'on a plutôt une équipe de développeurs heureux. Donc là, je fais le lien. On est des développeurs qui gèrent la prod et on est plutôt heureux.
Alors, heureux, vous allez me dire, il n'y a pas vraiment de métrique, mais en tout cas, on a un turnover qui est plutôt faible. Moi, je peux vous parler en mon nom, je suis plutôt heureux de gérer la production. J'ai réussi à monter aussi en compétences sur la partie infrastructure. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est vraiment sympa. Et il y a vraiment ce sentiment aussi de gérer de bout en bout. Voilà. Je vais pouvoir mener à bien ma story et je vais pouvoir potentiellement avoir du feedback des utilisateurs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le monde n'a pas envie de faire de la production. Donc nous, on essaie d'avoir des personnes qui ont un minimum envie d'en faire. Maintenant, voilà, on accepte si quelqu'un veut vraiment pas gérer la production, il est tétanisé à l'idée d'avoir quelqu'un au téléphone, d'avoir un utilisateur, ok. On va s'adapter, même si on essaie que tout le monde y participe, c'est pas forcément une obligation. Alors pour terminer, on va le dire, oui, la production, ça reste quand même quelque chose de vraiment difficile. Il n'y a pas de souci, on est d'accord, c'est plein d'embûches. Par contre, la production de software, c'est quand même un petit peu moins compliqué que cette production-là. Ça, c'est en 2009, quand on a changé l'ensemble des gyroscopes du télescope Hubble. Là, ça, c'est du gros bug fixe. Hein. Là, c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est juste pour faire la comparaison. C'est difficile de faire de la production du software, mais il y a des gens qui font des trucs quand même. Chapeau. Donc la production, c'est difficile. Peut-être plus encore pour une équipe de dev. Mais par contre, nous, on a une compétence. Alors, je pense qu'on en a plus, mais on a une compétence particulière, c'est de savoir écrire du code. Et maintenant, on a vraiment, je pense, tout ce qu'il faut pour gérer une production avec du code. On a vu que surveiller une prod, vous pouvez écrire du code pour surveiller une prod. Pour investiguer, il n'y a pas mieux que d'écrire des petits outils ou d'utiliser des outils pour surveiller une prod avec du code. Déployer, on peut déployer avec du code sans problème maintenant. Communiquer avec ses utilisateurs, il y a plein de manières de communiquer avec les utilisateurs maintenant, avec des notifs, avec plein de choses, vous pouvez communiquer avec eux. Et puis automatiser, forcément, le code, c'est parfait. Ce que j'aime à dire, moi en tout cas, c'est que notre industrie, elle a bien évolué sur la partie des tests, les mindsets et tout ça, sur la qualité, ça a évolué, on entend beaucoup de craft et tout ça, c'est très très bien. Maintenant, il y a encore un pas à faire sur la partie production. On a encore une ségrégation qui est là et les développeurs n'ont pas forcément envie de faire de la production. Donc ce talk, il est là aussi pour ça, pour vous dire venez toucher à la production, venez mettre les mains dedans un petit peu. Sincèrement, ça vaut le coup. Et puis pour les gens qui adorent faire la technique et tout ça, qui disent ouais mais la production c'est le support et tout ça, non, pas vraiment. Franchement, la technique, il y a vraiment des défis techniques liés à la gestion de la production en tant que développeur. C'est juste phénoménal ce qu'il y a à faire. Pour terminer, je vous mets des petits pointeurs vers alors, la Bible, Release It, qui est en 2e édition. Là, c'est vraiment la Bible sur comment déployer du software. Vous retrouverez vraiment pas mal de choses qui ont été dites dans le talk. Vous avez The Phoenix Project qui est sous forme de BD. Et puis vous avez le livre de Jeff Humble, Continuous Delivery, qui est un petit peu moins drôle à lire. Mais voilà, en tout cas, Release It est vraiment un bon pointeur. Pour terminer, si vous ne faites pas encore de la production, peut-être qu'il est temps de s'y mettre. Voilà. Pour parler de production, peut-être que pendant le prochain Daily Meeting, posez-vous la question, comment va la production? Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier en ce moment? Est-ce qu'on va livrer? Je ne sais pas, voilà. Essayez de s'intéresser à la production. De la même manière, quand vous allez prendre une nouvelle user story, essayez de penser au log, essayez de penser au health check, essayez de penser au monitoring. Vous verrez que potentiellement, vous allez faire les choses un petit peu différemment. Plus globalement, pensez investigation. Mettez-vous à la place d'une personne, potentiellement vous, qui est au support et qui est dans l'urgence et qui doit investiguer très rapidement un souci. Essayez de vous mettre à cette place-là et vous verrez que vous allez coder différemment. Je vous remercie. Et il reste